Salut les amis, c'est Rototo, heureux de vous retrouver pour la suite de ma série consacrée à l'histoire des avions du jeu War Thunder. Et je dois dire que ce n'est pas sans une certaine émotion que j'aborde les mains presque tremblantes l'épisode 26 de ma série, car cet épisode sera consacré à, on peut dire, un véritable mythe, je pourrais même parler de légende, on pourrait même aller jusqu'à parler de demi-dieu. J'ai nommé le Spitfire. Le Spitfire, mon Dieu, mais que dire sur cet avion? Que dire qui n'a pas déjà été dit ou déjà écrit? Tant cet avion a fait couler de l'encre, tant cet avion est connu, archi connu. Il est presque à lui seul le symbole de la Seconde Guerre mondiale. Un avion absolument exceptionnel dans tous les sens du terme, aussi bien sur l'aspect technique, historique. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc on va essayer d'aborder les choses comme je l'ai fait jusque-là dans les différents épisodes de la série, à savoir que nous allons parler d'abord de son fabricant, nous parlerons un peu de son histoire, bien que l'histoire soit déjà bien connue, des différentes versions de cet avion, puisqu'il a été décliné en des versions multiples, près d'une dizaine je crois, avec différents types d'armements et même 3 types d'ailes différentes, donc on aura l'occasion d'en parler. On parlera également évidemment de l'aspect technique, et comme vous le savez maintenant, je ne vous l'apprends plus, nous ferons dans un deuxième temps une mise en situation du jeu pour voir de quelle manière War Thunder, le jeu War Thunder, retraduit cet appareil en comparaison avec sa fiche technique. Donc le Spitfire, plus exactement le Supermarine Spitfire, Spitfire qui veut dire cracheur de feu en anglais, cracheur de feu qu'on peut prendre au sens propre comme au figuré, puisque au figuré, on ne peut pas parler d'argot, mais dans le langage populaire britannique, un cracheur de feu, un Spitfire, c'est quelqu'un qui a du mauvais caractère, on pourrait désigner une mégère, un peu sa belle-mère acariâtre par exemple, et même un dragon. Donc c'est véritablement un surnom qui traduit le caractère agressif de cet appareil tout à fait hors du commun. Appareil qui fut l'avion le plus construit des avions alliés de toute la guerre, avec plus de 20 000 exemplaires, rendez-vous compte, 20 000 exemplaires fabriqués entre 1938 et 1948, c'est absolument considérable, c'est-à-dire sur une période de 10 ans, environ 2000 appareils par an, c'est absolument incroyable. Et un avion qui a eu une longévité tout à fait exceptionnelle également, puisque mis en service en 1938, il ne sera retiré finalement qu'en 1961. Je crois que le dernier appareil en date avait servi dans les forces aériennes irlandaises. Commençons tout de suite donc par parler de Supermarine, le fabricant, le constructeur de cet avion. En fait, ce fabricant ne s'appelait pas au départ Supermarine, mais Pemberton Billing Limited, qui était une compagnie fondée par Noel Pemberton Billing en 1913 et qui était surtout spécialisée au départ dans la fabrication d'hydravions. C'était assez fréquent à cette époque, hein. On en avait déjà parlé, notamment en parlant des avions japonais. On sait qu'il y a une comparaison assez proche entre l'aviation britannique et l'aviation japonaise du début du XXe siècle, puisqu'en fait il y avait une étroite collaboration technique entre ces deux pays, avant que pour des raisons politiques bien connues, l'alliance se rapproche davantage des constructeurs allemands. Au départ, c'était donc surtout des ingénieurs britanniques qui aidèrent les Japonais à développer leur propre industrie aéronautique. Et évidemment, comme ces deux pays ont une similitude, puisqu'il s'agit tous les deux d'îles ou d'archipels, eh bien, l'hydravion, au début du XXe siècle, était le type d'appareil le plus connu, le plus répandu. Et donc, Noel Pemberton Billing a fondé donc son entreprise spécialisée dans la fabrication d'hydravions, mais il mit également deux grands appareils quadriplans au point, des appareils qui étaient spécialisés dans l'interception des éplats. Il faut se rappeler que pendant la Première Guerre mondiale, il n'y avait pas encore les grands bombardiers stratégiques à long rayon d'action, mais l'Allemagne, qui avait déjà à l'époque pour ambition comment dirais-je, de s'attaquer au potentiel industriel et au moral des populations britanniques, avait développé donc des dirigeables équipés de bombes. Et pour pouvoir intercepter ces fameux dirigeables, les Anglais avaient besoin d'appareils capables de les intercepter. Et donc l'entreprise Pemberton Billing mit au point deux appareils quadriplans nommés chacun le Supermarine PB-29 et le Supermarine Nighthawk respectivement.
et qui était équipé donc de projecteurs pour rechercher les zeppelins la nuit et de canons sans recul. Ces appareils eurent un certain succès et à la suite de quoi Noel Pemberton décida de quitter l'industrie aéronautique pour se consacrer à la politique. Il entra au Parlement vers la fin des années 1916-1917 et il vendit donc les parts de son entreprise à son associé Hubert Scott Payne qui renomma donc la compagnie du nom de Supermarine Aviation Work Limited, donc le constructeur du Spitfire. Et cette compagnie eut la chance d'avoir dans son personnel un ingénieur en chef tout à fait exceptionnel du nom de Reginald Mitchell. Et Reginald Mitchell fit beaucoup parler de lui en remportant successivement dans les années 1927, 1929 et 1931 la fameuse Coupe Schneider. J'avais déjà touché 2 mots de la Coupe Schneider lorsque nous avions parlé du Miachi MC202 de fabrication italienne, puisque Miachi avait été également un constructeur italien qui avait remporté cette fameuse coupe avec un hydravion de course tout à fait incroyable qui avait notamment battu le record de vitesse. Je crois qu'il était arrivé de mémoire à plus de 750 km/h, ce qui était totalement incroyable dans les années 30. Donc effectivement, Reginald Mitchell, lui aussi, remporta cette fameuse coupe. Alors, je touche le mot de la Coupe Schneider. Pour rappel, il s'agissait en fait d'un prix qui était comment dire, conçu pour inciter les constructeurs aéronautiques à développer encore davantage l'aviation qui, dans les années 1910, 1920, 1930, en était encore à ses débuts. Donc on avait besoin d'inciter les constructeurs, les inventeurs à développer cette nouvelle technologie. Voilà. Et à la suite de quoi, Reginald Mitchell, qui avait donc remporté cette fameuse coupe, se mit à travailler sur un nouveau type d'intercepteur qui allait devenir donc le fameux Spitfire. Alors, pour pouvoir développer ce nouvel appareil résolument moderne, Mitchell s'est inspiré au départ de la conception des ailes elliptiques, qui est d'ailleurs probablement l'aspect le plus caractéristique des Spitfire. Les fameuses ailes elliptiques qui ne sont pas à proprement parler une invention de Mitchell, mais plutôt une invention de Heinkel, le fameux fabricant allemand, ce qui donne lieu à une certaine polémique. D'ailleurs, certaines personnes ont considéré qu'en fait, finalement, Supermarine avait pompé littéralement l'invention de Heinkel, ce qui n'est pas tout à fait exact, car même si effectivement Heinkel fut probablement le premier constructeur à développer ce type d'aile pour des appareils monoplans, c'est véritablement Mitchell qui améliora considérablement l'approche de ces ailes elliptiques et lui donna tout son potentiel, notamment grâce à une structure plus fine au niveau de l'empennage intermédiaire, ce qui lui assurait une très grande vitesse et une excellente manœuvrabilité. Alors, on connaît, de toute manière, pas la peine d'aller trop loin dans l'histoire du Spitfire au niveau de la Deuxième Guerre mondiale. Je crois que tous ceux d'entre vous qui connaissent un tant soit peu cette période savent à quel point cet avion a eu une immense importance, et surtout notamment pendant la bataille d'Angleterre. Une anecdote qui est d'ailleurs assez connue, mais que peut-être certains d'entre vous ignorent encore, était un entretien qu'avait eu Hermann Göring, chef de la Luftwaffe, avec un as allemand du nom de Adolf Galland. Adolf Galland qui était déjà crédité de 104 victoires, imaginez un peu, donc un très très grand pilote de la Luftwaffe qui participait donc à la bataille d'Angleterre. Donc Göring demanda à Galland de quoi ils avaient besoin pour gagner la bataille, et Galland répondit: Monsieur le maréchal, donnez-nous des Spitfire. Donc ça résume dans cette seule phrase le respect et même la crainte que ressentaient les pilotes de la Luftwaffe pour cet appareil absolument hors du commun. Et il faut reconnaître qu'effectivement, c'est un avion qui n'a pas gagné la bataille d'Angleterre à lui seul, puisqu'il a été considérablement assisté, aidé par les Hurricanes, et aussi grâce à un système de coordination de l'état-major britannique reposant notamment sur un excellent réseau de radars, ce qui était tout à fait novateur pour l'époque, et ce qui a permis aux aviateurs anglais de bénéficier, disons, d'une très bonne coordination pour compenser leur faible
nombre par rapport à la déferlante allemande. Bon, il y a encore d'autres choses aussi qu'il faudrait prendre en compte, notamment le faible rayon d'action des Bf-109 qui les empêchait de rester trop longtemps sur les zones de combat. Donc de ce fait, les Anglais jouant chez eux à domicile, si on peut dire, ça leur apportait également un avantage certain. Mais enfin, néanmoins, vraiment, cet appareil a été probablement le héros de cette fameuse bataille d'Angleterre. Autre anecdote, il faut savoir également que, comme je vous l'ai dit, hein, sur ces différentes versions, le Spitfire a combattu tout au long de la guerre et il fut le premier avion à abattre le ME-262 qui fut le premier avion en réaction mis au point au cours de la guerre, un avion allemand. Et donc cet avion à hélice, qui est pourtant de conception initiale de 1938, fut le premier appareil à descendre un jet. Encore, on peut le dire, une palme à ajouter à ces décorations déjà nombreuses. Voilà. On va parler tout de suite des différents modèles donc, qui sont déjà présents dans le jeu, mais il en existe encore beaucoup plus. Alors là, je ne vais pas tous les décliner, je vous fais juste jeter un petit œil rapide sur les différents types. Hein. Vous voyez qu'on commence avec le Mark 1, donc Mark 1 type A. Alors, petite précision, les types A, B, C, etc. désignent en fait les types d'ailes, non pas la forme de l'aile, parce qu'en fait il existe 3 formes d'ailes distinctes, hein, mais plutôt l'équipement intégré dans l'aile. Donc quand vous avez différents types A, B ou C, c'est surtout essentiellement le type d'aile avec l'équipement qui va avec, c'est-à-dire mitrailleuse, canon plus mitrailleuse, etc. Donc là vous voyez qu'on a le Mark 1, le Mark 2 qui se trouve dans le rang 2, nous passons ensuite sur le Mark 5, le Mark 9, le Mark 16, le Mark 9 dans une autre version, et puis le Griffon. Le Griffon je ne l'ai pas encore développé. De toute façon, vous voyez, je ne vais pas faire une vidéo pour chacune de ces versions, ce serait beaucoup trop long. J'en ai déjà, vous voyez, mis un certain nombre à disposition. Je ne sais même pas si on aura l'occasion de tous les voir au cours de la bataille, ça va dépendre si je me fais descendre ou pas. Peut-être que je me laisserai descendre exprès pour permettre d'aborder chacun de ces appareils. Mais disons que voilà, vous avez quand même un très grand nombre de versions et il en existe encore d'autres qui ne sont pas nécessairement représentées dans le jeu. Juste une précision concernant le Griffon. Griffon vient du nom du moteur de cet appareil. Donc ce qui nous amène tout de suite à vous présenter les différents modèles. Donc là vous avez le Mark II que nous allons mettre en situation, le Mark II qui est déjà équipé de 2 canons de 20 mm plus 4 mitrailleuses de 7,70. Alors, il faut savoir que dans les toutes premières versions il n'y avait pas de canon de 20 mm et que cette amélioration fut apportée sur la base de la plainte des pilotes qui considéraient l'armement beaucoup trop faible, mais enfin les tout premiers canons de 20 mm avaient une fâcheuse tendance à s'enrayer et ils furent remplacés par la suite avec, à partir du modèle Mark V par des versions de canons comment dire, plus efficace et plus fiable. Voilà. Je vous présente ensuite, toujours dans le rang 3, donc on passe au rang 3, le Mark 5C. Voilà, ici présent, que je trouve pour ma part vraiment très agréable à jouer et vraiment une très belle machine. Hein. C'est assez impressionnant avec donc ces 4 canons de 20 mm que l'on voit ici dépasser de son empennage. Nous passerons ensuite au Mark 9 type F. Voilà, avec lui aussi, donc cette fois-ci non pas 4 mais 2 canons de 20 mm et 4 mitrailleuses de 7,70. Ensuite nous avons le Mark 9 ici présent, lui aussi équipé de 2 canons de 20 mm et de 4 mitrailleuses de 7,70. Et enfin le Spitfire MK16 également équipé de 2 canons de 20 mm, mais canons de 20 mm dans la nouvelle version, hein, comme je vous le disais il y a quelques instants, les premières versions de canons n'étaient pas très fiables et à partir du Mark 5, ils sont remplacés par des canons Hispano MK2, donc c'est la version que vous avez sous les yeux. Donc cette fois 2 canons de 20 mm et non pas 4 mitrailleuses de 7,70 mais 2 mitrailleuses de 12,7. Voilà. Petite parenthèse, vous voyez quand je vous parlais des types d'ailes, donc je disais que les ailes dénommées A, B, C, D, etc. désignaient l'armement essentiellement, mais il existe également 3 types d'ailes différentes et parmi les ailes les plus connues, donc vous avez bien sûr l'aile elliptique classique, vous avez ensuite une autre forme d'aile qui je ne crois pas est représentée dans ces versions, peut-être celui-ci, je ne suis pas certain, je crois que si. Alors attendez, laissez-moi juste un petit instant. Non, je crois que c'est la même.
Je ne suis pas certain. En fait, ce qui les caractérise, c'est surtout ce qu'on appelle les saumons. Alors les saumons, je vous explique, hein, pour ceux qui connaissent assez peu l'aéronautique. Les saumons, c'est en fait la bordure de l'aile extérieure. Vous voyez cette pointe ici, c'est ce qu'on appelle un saumon. Et dans une des versions que vous avez ici, eh bien, les saumons sont retirés. Donc c'est ce qui donne ce côté un petit peu carré de cet appareil. Alors ne me demandez pas pourquoi, là il faudrait vraiment les vérifier, poser la question à un ingénieur aéronautique. Je pense que c'est dû essentiellement aux différentes caractéristiques techniques que l'on peut attendre d'un avion, sa rapidité, sa manœuvrabilité, son taux d'ascension. Il y a beaucoup de choses qui, à mon avis, rentrent en ligne de compte en fonction de la motorisation. Donc voilà, on ne va pas faire un détail là-dessus, je ne pourrais pas vous expliquer vraiment pourquoi, mais retenez bien qu'il existe 3 types d'ailes: l'aile elliptique classique, l'aile elliptique sans les saumons et l'aile elliptique avec des saumons rallongés. Et ce sont les 3 principaux types d'ailes que vous trouverez sur les Spitfire, avec des versions différentes au niveau de l'armement. Petit mot rapide concernant ses caractéristiques en vol. Donc il est équipé d'un moteur Rolls-Royce, excusez du peu, un Rolls-Royce Merlin dans ses premières versions, qui sera ensuite un Rolls-Royce Griffon à partir des versions tardives. Dans sa version Merlin, donc il s'agit d'un moteur de 1470 chevaux avec 12 cylindres en V qui lui assure une vitesse de 600 km/h. Donc c'est un appareil qui est très, comment dirais-je, très confortable au niveau de sa puissance moteur. Gros défaut principal, son manque d'autonomie. Alors évidemment, lors de la bataille d'Angleterre ou la bataille de France, ça n'a pas eu une grande incidence puisque, comme je le disais tout à l'heure, ces avions ont combattu à domicile, mais à partir des offensives, donc à partir notamment du débarquement de Normandie en 1944, ça lui a posé beaucoup de soucis, puisque ces avions en partance de l'Angleterre ne pouvaient pas dépasser le Rhin, donc ne pouvaient pas véritablement s'engager sur le territoire allemand, alors que les P-51, les North American P-51, que nous aurons l'occasion d'aborder lorsque nous parlerons des avions US de génération ultérieure, qui sont devenus véritablement les légendes que l'on connaît également, grâce à la motorisation anglaise, c'est-à-dire grâce au même moteur que le Spitfire, eh bien le P-51, lui, pouvait aller jusqu'à Berlin en partant de l'Angleterre. Donc avec un même moteur, un avion conçu différemment, avec une autonomie et une altitude plus importante. Donc on voit bien que la motorisation n'est pas le seul facteur en soi dans ce qui caractérise un avion performant ou non. Autre petite chose à noter, vous remarquerez que la plupart de ces appareils disposent d'hélices tripales dans différentes versions, et à partir des versions tardives on passe aux hélices quadripales, ceci apportant sans doute une propulsion supérieure. Il y a aussi parfois quelques différences au niveau de l'empennage arrière. Vous voyez qu'ici nous avons un empennage plus arrondi alors qu'ici il est un peu plus pointu. Donc voilà, vous avez également des entrées d'air qui sont différentes selon les modèles. Alors là je vous laisserai découvrir au fur et à mesure. Si vraiment vous êtes passionné par le Spitfire, je vous invite à aller soit sur des sites spécialisés, soit acheter des livres, parce qu'il y a tellement de choses à dire qu'on n'en sortirait pas. On va lancer tout de suite la bataille. Alors oui, c'est vrai que je savais que cette vidéo serait très longue compte tenu de l'avion. Je ne peux pas me permettre d'en parler seulement 5 minutes. On est déjà 17 minutes, on n'a même pas encore lancé, enfin, presque 18 minutes, on n'a même pas encore lancé la simulation, donc je vais la lancer tout de suite. À mon avis, on va avoir quelques difficultés, puisqu'en fait là je vais d'un avion tiers 2 jusqu'à un avion tiers 4, et donc je vais me retrouver très probablement confronté à des appareils de grande capacité et avec des pilotes chevronnés, ce qui fait que ça sera ma première vidéo avec des pilotes expérimentés. Sur les vidéos précédentes où je parlais des avions première génération, il n'y avait pas trop de soucis puisque la plupart des pilotes étaient généralement des néophytes. Donc on pouvait commenter sans trop de difficultés majeures, mais là je pense que je vais me retrouver confronté avec des pilotes beaucoup plus expérimentés. Donc je vous prie de m'excuser par avance si la simulation est de piètre qualité. Je vais faire de mon mieux, mais je ne présume pas des résultats. Petite parenthèse, parce qu'on parle beaucoup des qualités absolument hors du commun de cet avion de légende qu'est le Spitfire. Je vous parlais d'un des défauts qui était effectivement son faible rayon d'action et qui posa pas mal de problèmes à partir des années 1944. Mais par contre, il y a aussi un défaut majeur qu'il faut noter, c'est son train d'atterrissage. La faiblesse de son train d'atterrissage qui a posé pas mal de soucis aux pilotes et qui fut à l'origine
l'origine de pas mal d'accidents. Alors, déjà, voilà, quand on le prend en main, la chose qu'on peut remarquer immédiatement, c'est la manœuvrabilité. Je parlais dans les vidéos précédentes de l'utilisation ou non des volets, bon, l'utilisation des volets que j'utilise d'ailleurs maintenant suite au débat que nous avons eu, et c'est vrai que je ne le regrette pas, mais très honnêtement, c'est un avion dont, enfin, vraiment qui dépasse ses adversaires, même sans l'utilisation des volets, tant il est manœuvrable. C'est probablement un des avions les plus manœuvrables du jeu, avec le fameux A6M6, A6M5-0. Les avions japonais et les avions anglais sont sans aucun doute les avions les plus manœuvrables du jeu. Donc là, le but pour nous va être surtout d'engager les appareils ennemis dans des dogfights pour pouvoir utiliser notre supériorité en termes de manœuvrabilité. Qu'est-ce que nous avons là comme appareil? Alors on a un Wellington qui s'approche, je pense qu'on va commencer par celui-ci, c'est un adversaire qui paraît tout à fait dans nos cordes. Attention au BF-109 qui n'est qu'à 3000 mètres, mais il est déjà engagé par deux autres de mes collègues, donc je vais les laisser s'en charger. On a un Blenheim également qui est pas très loin, mais je pense que je vais prendre le Wellington qui est juste là. On va s'en approcher, je suis renforcé par un BF-109 qui vient également à la curée. Il a déjà commencé à attaquer le Wellington, mais je pense que je vais bientôt être à portée de tir, donc je vais renforcer. S'il ne s'éloigne pas trop, il est en train de piquer, donc je vais peut-être pouvoir l'entreprendre dans une seconde. Ouais, alors attendez, il est encore à 800, 700 mètres. Allez, c'est parti, on y va. Il est encore un peu loin là, 720 mètres. Voilà, c'est bon, on commence à s'en approcher. Attention au mitrailleur. Voilà, donc on s'esquive. Il est en train de grimper en flèche. Voilà, on a l'assistance ennemie, c'est parfait. Donc on redescend. Donc vous voyez, hein, vraiment sans aucun problème au niveau de la manœuvrabilité. C'est un appareil qui a une très bonne motorisation. On revient très très vite après avoir baissé les volets à plus de 450 km/h. Donc ça se passe impeccablement. Je vois un F4 à l'horizon. On va s'en approcher. Attention, il y a un BTD avec lui, mais le BTD ne devrait pas trop poser de soucis. Je vais peut-être commencer par le BTD. On va voir, attendez voir. Qu'est-ce qui paraît le plus jouable? Il y a un P47 qui vient me donner un coup de main, mais il est assez loin. Donc je pense que je vais prendre le BTD en premier lieu. Le F4 est en train de s'occuper du P47. On va s'approcher, on va voir comment on joue le coup. Oui, petit détail aussi, vous avez vu que j'ai vidé mes chargeurs de canon 20 mm assez rapidement, donc méfiez-vous de ça. Les mitrailleuses, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace. Ah, ça y est, je crois que c'est le BTD qui m'a engagé. Bon, voilà, je suis mort. Première défaite. Où en est-on au niveau là pour l'instant? Bah écoutez, juste une assist, hein, c'est pas énorme. On va passer sur le MK5 version C, voir tout de suite ce que ça donne. Donc pour rappel, armé de 4 canons de 20 mm, donc déjà on est dans quelque chose de beaucoup plus solide. Alors c'est vrai que pour ceux qui découvrent la série, jusqu'à maintenant on a parlé d'avions assez peu armés, de première génération, donc le type de partie auquel vous serez amené en dehors de la noobitude de vos adversaires, c'est surtout que vous aurez affaire à des armements assez faibles qui vous obligent la plupart du temps à des combats rapprochés de longue durée. Avec des armements de ce type, 4 canons de 20 mm, c'est très différent, ça va vraiment très vite, il suffit de tirer à point nommé. Là on va certainement se faire un face à face avec le BF-109. Et il m'a eu. Bon bah écoutez, désolé. Vous voyez, moi, je l'ai eu aussi, donc il y aura un eye pour eye normalement. Vous voyez, ça va vraiment très vite parce que l'armement est véritablement destructeur. Donc le type de partie auquel vous serez amené à vous confronter est très différente également dans l'approche. Et j'avoue que je le remarquais hier quand j'ai refait une ou deux parties de niveau 3 et 4 pour essayer d'avancer un peu dans mes arborescences, parce qu'il y a des avions, de nombreux avions que je n'ai pas encore trouvés
et développer, et j'en ai besoin pour continuer la série, je me suis rendu compte que j'étais pas mal rouillé, parce qu'après le nombre de parties que j'ai faites sur les rangs 1 et 2 pour la série, eh bien je m'aperçois que je manque pas mal d'entraînement ces derniers temps, et qu'il faut vraiment que je m'y remette, parce que je fais beaucoup d'erreurs que je ne faisais plus auparavant, je me suis pas mal émoussé, et il faut vraiment que je me remette dans le coup si je veux pouvoir avancer dans la série, sans quoi je vais avoir pas mal de difficultés avec mes adversaires. On va entreprendre le Typhoon si on y parvient. Ah là là, voilà, bon. Eh oui, c'est une des difficultés. Souvent, on est en infériorité numérique et donc on se fait descendre, ou bien on est suffisamment nombreux, mais ce sont les autres alliés qui vous piquent les cibles, donc c'est un peu compliqué. Voyons voir, là on a 3 adversaires, on devrait bien en avoir au moins un pour nous. On va essayer d'en... Hop là. Là on est passé vraiment très très près. Il revient. Vous voyez la manœuvrabilité de l'avion, hein, c'est vraiment sans aucun problème. Par contre, au niveau des tirs, bon là il est reparti très très vite. Donc à une distance un peu trop éloignée pour moi. Très solide le FW190 également, mais je devrais... J'arrive pas à l'avoir, hein, décidément. Je tire très 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 mal. J'ai beaucoup de mal. Voilà, un coup critique. On devrait réussir à l'achever d'ici peu. Là, j'ai vidé mes canons. Hop là, j'ai du monde là. J'ai du monde aux fesses. Alors, on va virer très très sec. Ah voilà, c'est le Yak 9. Le Yak 9. Ah oui, mais j'en ai encore un autre derrière également. Avion détruit, parfait. Mais là, j'ai été endommagé, vous voyez, donc ma manœuvrabilité en prend un coup. Et j'en ai encore un derrière. Ah, il y en a vraiment beaucoup. Hein. Bon, voilà. Eh bien, écoutez, on finit au tapis, une fois de plus. Où est-ce qu'on en est au niveau du score? Bah, écoutez, milieu de tableau, hein, c'est pas très brillant. J'aurais bien aimé pouvoir faire quelque chose de plus glorieux pour rendre hommage à cet appareil tout à fait hors du commun. On va passer tout de suite sur le Spitfire version Mark 9. Mark 9 qui est équipé de 2 mitrailleuses de 7.7 et de 2 canons de 20 mm. On est déjà dans un rang 4. Alors, un Tempest un petit peu plus loin, on aura l'occasion d'aborder le Tempest. Le Tempest c'est un chasseur bombardier qui remplace le Typhoon vers le milieu de la guerre, donc ça on abordera dans les épisodes futurs. Très bon appareil hein, que je ne saurais trop vous recommander d'ailleurs, je vous en toucherai 2 mots à l'occasion. Je vais quand même pas trop m'approcher des adversaires qui ont l'air d'être en supériorité. Qu'est-ce qu'on a autour de nous? Là pour l'instant pas grand monde, il y a un BTD qui se balade tout seul là-bas au-dessus du lac. Je vais voir si je peux m'en approcher suffisamment rapidement. Et je crois que je ne suis pas seul à l'avoir repéré d'ailleurs. On dirait que... Non, il y a un P-47 mais il n'a pas l'air de vouloir le prendre pour cible. Donc je vais peut-être me faire un mano à mano avec ce BTD. Il a l'air de faire demi-tour. Je pense qu'il est en train de s'occuper de notre base. Il m'a repéré, il me fait un face-à-face apparemment. Non, non, il fait pas le face-à-face, il tourne en rond. Je pense qu'il attend que ses bombes se rechargent pour attaquer notre point. Donc on va s'approcher tranquillement. Inutile de se lancer dans un face-à-face qui pourrait être dangereux pour nous. On va l'entreprendre. Hop là. Oula, oui d'accord, il a appelé du monde. Bon, bah voilà, je me suis fait complètement piéger. Bien joué. Alors ça c'est une grosse difficulté que j'ai remarqué ces derniers temps. Les jeux par équipe. Je pense que en fonction de certaines heures, vous voyez là il est quelle heure là? Attendez. Il est dimanche à 8h30, non, 11h30, voilà, 11h30. Bon là on commence à avoir des joueurs un petit peu plus néophytes, mais en fonction des heures, vous tombez sur des parties où les joueurs jouent vraiment par équipe, souvent avec des micros, communiquent entre eux, et donc on se fait rapidement avoir comme je viens de me faire, comme je viens d'en être victime à l'instant. C'est-à-dire par des pièges. Donc là j'étais tranquillement en train de m'occuper du BTD et lui il avait certainement appelé son collègue à la rescousse. Je ne sais pas d'où il est venu d'ailleurs, peut-être en respawn, et il m'est tombé dessus comme la misère sur le pauvre monde, alors que pourtant je surveillais ma minimap. Donc ça voilà, vous voyez c'est le genre de difficulté à laquelle on est confronté dans ces parties.
de rang supérieur, il faut absolument ne pas sous-estimer l'adversaire. Là, je vais essayer d'attraper le BF-109. Je pense que c'est lui qui a été responsable de la destruction de mon Spitfire précédent. Je vais voir si je peux pas faire un œil pour œil. Ah bah, ouais, voilà, il s'est fait descendre, alors là, voilà. Ouh, que c'est frustrant, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ces parties sont assez, parfois, vraiment, comment dirais-je, frustrantes, oui, voilà, c'est bien le mot. Entre des adversaires parfois un peu trop forts, qui vous donnent des difficultés parce qu'ils jouent en équipe et qu'ils sont parfaitement rodés et coordonnés, et vos alliés qui eux-mêmes jouent également en équipe et qui vous piquent absolument tous les kills, eh bien parfois on est un petit peu, on tire un peu la langue et pourtant on est en train de perdre, vous voyez. Donc là on est à quoi, ouais, une victoire, une assist, c'est vraiment pas brillant. Bon, j'aurais bien aimé faire quelque chose d'un petit peu plus spectaculaire. C'est pas très glorieux pour ma propre réputation, si tant est que c'est ce que j'aurais voulu mettre en avant, mais enfin ça fait jamais de mal pour l'ego quand on peut faire des vidéos où on montre à quel point on est un excellent pilote, et c'est certainement pas avec cette vidéo que je vais le démontrer, loin s'en faut. Alors, nous avons LA7, est-ce qu'on pourrait réussir avant que la partie soit terminée à rajouter un kill à notre tableau de chasse? Ça serait pas mal, il est encore un peu loin. 1 km 400, ça m'approche. Est-ce qu'il m'a repéré? Je jette toujours un oeil dans les minimap pour voir s'il n'y en a pas un qui va me tomber dans les 6 heures. Ah, ça y est, je crois qu'il m'a repéré cette fois-ci. Hop. Alors... Et voilà. Voilà, c'est le coup classique, il a appelé du renfort, j'ai pas réussi à le descendre suffisamment vite, c'est de ma faute, j'ai tiré trop mal, et il a appelé son copain qui est venu me le renforcer et me descendre. Bon, écoutez, que vous dire, voilà, vous avez une démonstration de ce qu'il ne faut pas faire, en gros. Non, j'exagère un peu, là je pense que j'étais un petit peu rouillé, il faut vraiment que je me remette à jouer sur des rangs supérieurs pour reprendre un peu la main, parce que je reconnais que je suis un petit peu faiblard en ce moment sur les parties de rang supérieur. Je vais donc un petit peu consacrer le dimanche pour me remettre un peu dans le bain. Bien, quoi qu'il en soit, écoutez, j'espère en tout cas que vous aurez apprécié cette vidéo consacrée à ce monstre légendaire qu'est le Spitfire. On est déjà à 31 minutes, hein, je vais arrêter la vidéo puisqu'en fait il faut déjà un temps de téléchargement assez long. Prochaine vidéo, nous aborderons donc toujours les avions de rang 2 et 3 britanniques. Alors pourquoi je fais rang 2, 3, 4 à la fois? Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des avions avec des versions successives, donc c'est pas vraiment intéressant de refaire une vidéo historique pour chaque version, il n'y aurait pas grand chose à dire, ça ferait des vidéos inutiles, donc je préfère en fait regrouper plusieurs avions dans la même vidéo pour parler du même appareil. Donc là vraiment vous voyez 12e, ça fait vraiment pas terrible. Voilà, attendez, donc voilà. Donc prochaine vidéo, je pense que je la consacrerai très probablement au Beaufighter. Donc vous voyez que le Beaufighter existe sur le rang 2, 3 et 3. À partir du rang 4, on passe sur le Mosquito que je n'ai même pas encore développé. Donc comme je vous le disais, donc je ferai de la même façon pour les autres nations, hein, à savoir les différents appareils regroupés en une seule vidéo. Pareil pour le Typhoon par exemple, pareil pour le Tempest. Et puis ensuite on verra pour les bombardiers, on développera au fur et à mesure, je verrai si je les développe en une seule fois, en plusieurs fois, enfin on verra. Et puis il y a surtout les avions de rang 5 que je n'ai absolument pas développé, puisqu'en fait moi je développe les avions sur toutes les nations en même temps. Donc peut-être qu'à un moment donné, il y aura une interruption dans la série qui reprendra quand j'aurai développé suffisamment de chasseurs de rang 5. Je ne sais pas combien de temps il faudra pour le faire, même en premium, je pense que ça me prendra un certain laps de temps, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler, et il y a déjà pas mal d'autres avions
à aborder d'ici là. Donc rassurez-vous, il y a encore pas mal de vidéos à venir. Voilà. Merci encore à vous tous pour les commentaires très sympas que vous m'avez adressés sur la chaîne YouTube ou par d'autres biais. Je vous mettrai en lien également mon compte Twitter et mon compte Facebook. Alors pas du tout parce que je souhaite développer la chaîne sur un plan commercial entre guillemets, mais parce que je me disais que comme beaucoup d'entre vous utilisent également ces médias, ça sera utile si par exemple je souhaite vous donner des infos sur la série ou sur d'autres séries à venir, ou même certaines informations relatives à d'autres séries éventuelles. Petite précision également, un certain nombre d'entre vous m'ont dit qu'ils appréciaient la vidéo mais qu'ils aimeraient un petit montage avec des images d'archives, avec des photos, etc., etc. Alors je le redis encore pour ceux qui ne le savent pas encore, j'utilise un petit logiciel de capture vidéo tout à fait amateur et gratuit. Ça donne des résultats somme toute assez sympathiques, mais c'est vrai qu'on ne peut pas faire grand chose. J'avais dit au début de cette série que si elle retrouvait son public et qu'elle intéressait suffisamment de monde, j'envisagerais peut-être d'investir dans quelque chose d'un petit peu plus élaboré. Apparemment ça semble être le cas, donc je pense que je ne vais pas tarder à le faire. Je ne peux pas vous dire quand précisément, parce que bon, il y a aussi une question de sous. Voilà, hein, ça reste quand même un investissement, et je vous rappelle évidemment que je ne gagne absolument rien à faire cette vidéo. Je ne suis payé par personne, c'est du pur amateurisme, du pur plaisir que je souhaite partager avec vous. Donc bon voilà, mais je pense que très certainement effectivement si le nombre d'abonnés qui ne cesse d'augmenter s'accroît encore, eh bien je vais très probablement investir et essayer de vous faire des vidéos qui seront peut-être un peu plus élaborées. J'essaierai quand même de garder le côté spontané parce que je pense que c'est quand même sympa d'avoir une vidéo qui n'est pas retravaillée, totalement faite en différé. Garder quelque chose de direct, c'est quand même plus agréable, mais j'essaierai donc d'apporter également des petits montages qui permettront de faire quelque chose de visuellement un peu plus sympa à suivre. Voilà. Bah écoutez, merci encore à vous tous pour le soutien que vous apportez à cette série et pour votre amitié. Et on se retrouve très bientôt pour l'épisode 27 qui, comme je vous le disais, sera probablement consacré au Beau Fighter. Voilà. À ciao tout le monde, bon week-end, bonne journée ou bonne nuit selon l'heure où vous verrez cette vidéo. Ciao ciao.